Bonjour, je suis Henri Kinin. Ceci est News Pulse sur UATV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui dans l'épisode, la Russie a perdu plus de 8000 hommes dans une attaque de masse rien qu'en une semaine, mais n'a pas réussi à avancer. Fuite de données lors des réunions de l'UE. Le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie vient d'appeler son homologue, Lavrov, pendant les pauses. L'Ukraine abat plusieurs drones iraniens au Moyen-Orient. Plus d'informations dans notre reportage pour vous. Des drones ukrainiens ont attaqué le plus grand terminal pétrolier russe de la mer Baltique dans l'oblast de Leningrad. Un incendie s'est déclaré dans la zone portuaire. Un réservoir de stockage de carburant a été endommagé et ce port est en fait le point final du système d'oléoducs de la Baltique avec une capacité annuelle allant jusqu'à 75 millions de tonnes de pétrole par an. À ce jour, les opérations avec le pétrole brut y sont complètement arrêtées. Les autorités locales ont également confirmé une attaque massive de drones à l'aéroport de Pulkovo, le plus proche, dans la ville russe de Saint-Pétersbourg, imposant des restrictions sur les arrivées et les départs face à cette menace. Ce week-end, les forces de défense ukrainiennes ont également frappé une raffinerie de pétrole dans la région de Saratov, en Russie. L'installation est en feu et brûle en ce moment même, alors que vous regardez ceci pour le deuxième jour consécutif. C'est l'une des plus anciennes et des plus riches raffineries de Russie et elle produit des carburants et des lubrifiants techniques utilisés, bien sûr, pour approvisionner l'armée d'occupation russe. En 2023, le volume de traitement de la raffinerie de Saratov s'élevait à près de 5 millions de tonnes par an. Et selon les premières informations de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, une unité de traitement secondaire et un réservoir de stockage vertical ont été gravement endommagés. Et l'ampleur totale des dégâts est cependant en cours d'évaluation. Il n'y aura aucun endroit sûr en Russie tant que la guerre contre l'Ukraine ne sera pas terminée, déclare le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, qui promet d'autres attaques contre des installations russes en profondeur sur leur territoire. Et oui, c'est exactement ce que cela semble être, une stratégie délibérée visant à détruire les sources de terreur directement à leur emplacement. Sybiha a qualifié cela de sanctions ukrainiennes contre la machine de guerre russe. Ce sont nos propres sanctions ukrainiennes contre la machine de guerre russe et nous n'avons pas l'intention de les alléger. Les capacités ukrainiennes nous permettent désormais d'atteindre des cibles à des milliers de kilomètres à l'intérieur de l'État agresseur et à une plus grande échelle. Les responsables russes ont raison d'admettre qu'il n'y a plus d'endroit sûr en Russie. Et tout cela est la conséquence directe du fait que le Kremlin a déclenché cette guerre illégale et refuse d'y mettre fin. Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine sur X. La Russie a perdu plus de 8000 soldats sur le champ de bataille rien que la semaine dernière. Le commandant en chef Oleksandr Syrski indique également qu'il constate une intensification de l'activité offensive russe. Syrski précise que les Russes ont concentré leurs principaux efforts sur les fronts de Pokrovsk et d'Olexandrivka, où le plus grand nombre d'attaques russes a été enregistré. Cependant, malgré une pression immense et l'épuisement d'une quantité importante de réserves, le commandement russe a simplement échoué dans ses plans. Le commandement militaire russe a jeté des dizaines de milliers de soldats dans des vagues de chair à canon, tandis que le coût d'une telle tactique offensive s'est avéré catastrophique pour l'agresseur. En 4 jours d'opérations d'assaut intenses, l'ennemi a perdu plus de 6000 soldats tués et blessés. Par ailleurs, au cours de la semaine, les pertes totales de l'ennemi se sont élevées à environ 8700 tués et grièvement blessés. Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées d'Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a été accusé d'avoir transmis des informations confidentielles issues de discussions à huis clos à Moscou, au Kremlin. Si cela peut surprendre certains, d'autres estiment cependant que ceux qui sont surpris ne devraient pas vraiment l'être. La nouvelle selon laquelle les proches d'Orban informent Moscou dans les moindres détails des réunions du Conseil de l'UE ne devrait surprendre personne. Nous avions des soupçons à ce sujet depuis longtemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne prends la parole que lorsque c'est strictement nécessaire et que je ne dis que le strict minimum. Donald Tusk, Premier ministre de la Pologne, sur X. L'UE limite désormais la transmission de documents confidentiels à la Hongrie et les dirigeants se réunissent en petits groupes.
Comme l'a averti le Premier ministre polonais Donald Tusk au sujet de soupçons de longue date, le gouvernement de Viktor Orban partage des informations avec la Russie. Dans l'ensemble, les États membres moins loyaux sont la principale raison pour laquelle la plupart des activités diplomatiques européennes pertinentes se déroulent désormais dans différents formats plus restreints comme E3, 4, 7, 8, Weimar, NB8, GEF, etc., selon le responsable. Cela sape la confiance, la coopération et l'intégrité de l'Union européenne, a déclaré un deuxième diplomate à propos des allégations. C'est une situation déplorable et si Viktor Orban reste après les élections, je pense que l'UE devra trouver d'autres moyens de gérer cela. Je me demande quelle pourrait être cette manière, car les Russes la connaissent sûrement. Pour aider le Premier ministre hongrois Viktor Orban, un ami de la Russie, lors de son élection, des agents ont proposé un véritable coup de théâtre. Une tentative d'assassinat mise en scène par la Russie pour effrayer les partisans de Viktor Orban, rapporte le Washington Post. À l'approche des élections cruciales en Hongrie en avril, une unité du service de renseignement extérieur russe a commencé le mois dernier à tirer la sonnette d'alarme face à la chute évidente du soutien public au Premier ministre Viktor Orban, dont les liens amicaux avec Moscou ont longtemps offert au Kremlin un point d'appui stratégique au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Des agents du service de renseignement russe ont suggéré que des mesures drastiques pourraient être nécessaires, une stratégie que les Russes ont appelée le Game Changer. Dans un rapport interne destiné aux renseignements russes, obtenu et authentifié par un service de renseignement européen et examiné par le Washington Post, les agents ont proposé un moyen de, je cite, modifier fondamentalement tout le paradigme de la campagne électorale en mettant en scène une tentative d'assassinat contre Viktor Orban. Un tel incident fera passer la perception de la campagne du domaine rationnel des questions socio-économiques à un domaine émotionnel, où les thèmes clés deviendront la sécurité de l'État ainsi que la stabilité et la défense du système politique, selon le rapport destiné au service de renseignement extérieur russe. Paix, un soleil, cerises, pieuvres et frelons. Que sont réellement les intercepteurs ukrainiens et pourquoi tout le monde les veut-il, demande la BBC. En effet, l'Ukraine est devenue un sujet majeur dans les médias mondiaux et ce n'est pas sans raison. La guerre avec l'Iran a révélé tout le danger que représentent les drones Shahed et l'importance de s'en protéger. Et c'est l'Ukraine qui détient la solution à ce problème. Les groupes mobiles de tir, les installations automotrices de type Gepard, les systèmes de missiles anti-aériens, tout cela, à un certain stade, ne fournit tout simplement pas l'efficacité souhaitée contre les drones ou devient tout simplement trop coûteux pour abattre des drones relativement bon marché comme les Shahed. On estime que leur prix, selon la version, peut varier de 30 à 100 000 $ et c'est précisément là que les intercepteurs ukrainiens changent littéralement la donne et pas seulement en Ukraine. Dans le monde entier, les premiers succès d'interception ont déjà été enregistrés au Moyen-Orient. Cela énerve bien sûr le Kremlin, mais il semble que les intercepteurs ukrainiens Sting ne font que commencer. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que 228 spécialistes ukrainiens travaillent déjà dans des pays du Moyen-Orient. Le chef de l'État n'a révélé aucun détail concernant la mission. Nous sommes toujours en poste, nous sommes ici. Je tiens à souligner que les spécialistes locaux de la défense aérienne, d'ailleurs, sont assez compétents, mais ils se concentrent davantage sur la balistique. En ce qui concerne la défense aérienne à petite échelle, et plus précisément la manière de contrer des frappes massives de Shahed, je ne pense pas que quelqu'un d'autre ait ce genre d'expérience à part nous. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, s'adressant aux journalistes. L'Ukraine élargit sa coopération en matière de défense avec le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Koweït et la Jordanie. Kyiv est également prêt à proposer aux États-Unis un accord majeur sur les drones. Cela concerne non seulement les intercepteurs, mais aussi les drones maritimes et longue portée qui ont déjà prouvé leur efficacité, ainsi que le partage de connaissances et la formation. Cependant, le président américain a déclaré que ni Washington ni ses alliés dans la région n'avaient besoin de coopération avec Kyiv. Il s'agit d'une aide concrète qui pourrait sauver d'innombrables vies et des infrastructures critiques au Moyen-Orient, et qui pourrait, avec le temps, être élargie.
Et pour Trump, bien sûr, il est très désagréable et douloureux de réaliser que ses alliés du Moyen-Orient commencent progressivement à compter sur l'Ukraine plutôt que sur les États-Unis pour la sécurité dans certains domaines. Yehor Cherniev, vice-président de la Commission de la Sécurité nationale, de la Défense et du renseignement de la Verkhovna Rada d'Ukraine, sur Facebook. À Berlin, cependant, la contribution de Kiev à la sécurité en Europe et au Moyen-Orient est très appréciée. L'Allemagne a simplifié l'exportation de certains types d'équipements de défense aérienne et navale vers l'Ukraine et les États du Golfe afin d'assurer leur livraison rapide, rapporte Reuters. En plus de l'Ukraine, la nouvelle licence générale d'exportation couvre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman. Selon la nouvelle réglementation, les exportateurs sont autorisés à exporter des biens sans avoir à soumettre au préalable une demande individuelle auprès du bureau BAFA pour le contrôle des exportations. La réglementation qui stipule que les entreprises doivent s'enregistrer et fournir des rapports mensuels s'applique aux biens destinés à la défense aérienne et navale, y compris l'élimination des mines marines, selon un rapport de Reuters. Le nouveau mécanisme réduira considérablement le délai de livraison des armes. Les fabricants pourront conclure des contrats et expédier le matériel dans un délai très court. Les livraisons seront non seulement rapides, mais aussi prévisibles. Selon les experts, cela permettra à l'Ukraine d'augmenter prochainement son stock de systèmes Iris-T, ce qui est d'une importance cruciale pour la défense aérienne du pays. De son côté, Kiev est prêt à partager des technologies uniques avec ses partenaires, a assuré le président Volodymyr Zelensky. Nous développons des drones de pointe capables d'assurer une protection durable et fiable, ainsi que de contrer les menaces en mer. Nous disposerons bientôt de systèmes capables d'opérer dans des environnements océaniques. Nous nous concentrons également sur le développement de systèmes sous-marins. Ainsi, face aux menaces en mer Noire, nous trouvons les bonnes solutions, et ces solutions pourraient également vous être utiles, notamment dans des situations complexes comme celle qui s'est produite dans le détroit d'Ormuz. Les drones peuvent résoudre des problèmes qu'une flotte n'est parfois même pas en mesure de gérer. L'Union européenne prévoit de renforcer sa préparation à la défense d'ici 2030 en s'appuyant sur l'expérience de l'Ukraine, selon le document final de la réunion du Conseil européen. Les dirigeants de l'UE prévoient d'accroître la production de défense avec le soutien de l'Agence européenne de défense et de la Banque européenne d'investissement. Les États membres de l'UE travaillent déjà sur des projets communs pour développer et acquérir des drones, ainsi que des mesures de lutte contre les UAV. Du point de vue européen, nous pouvons constater que ce processus est en cours et qu'il va s'accélérer. Nous voyons à la fois des projets bilatéraux individuels et des groupes entiers de pays européens travailler ensemble avec l'Ukraine pour développer des approches, concevoir des systèmes d'armes et établir de nouvelles installations de production avec un dynamisme croissant. Et cela constitue, un facteur clé. En d'autres termes, l'Ukraine est tout simplement en train d'être intégrée dans le système de sécurité européen. En substance, il s'agit désormais d'un atout clé et d'une orientation majeure pour l'Ukraine. Au niveau de l'Union européenne, l'initiative de défense par drone et l'Eastern Flank Watch sont en place, visant à renforcer la défense de l'Europe. Les deux projets s'appuient sur l'expérience de l'Ukraine, a déclaré Andrius Kubilius, commissaire européen à la défense et à l'espace, selon Andriy Dmitrenko de UATV News. Il semble que ce soit tout pour aujourd'hui. Je suis Andrew Keane. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention. L'Ukraine vous en est très reconnaissante. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, à aimer la vidéo ou à vous abonner à notre chaîne. Alors, pour rester informé de ce que demain nous réserve à tous, UATV sera là. Je vous promets de vous tenir au courant de tout cela du point de vue ukrainien. Restez prudents et à l'écoute pour la suite. À demain. Au revoir.